Alors, on commence le dossier ramassé. Le monsieur du fond, on ne perd pas de temps parce que c'est long et j'ai plein de trucs à dire. Alors, c'était le dossier de cancer de prostate, un incontournable de l'urologie. C'est pas très facile en plus, le cancer de prostate, mais c'est à savoir parce que c'est... Pourquoi il faut le savoir? Parce que c'est fréquent. D'accord. Allez, je t'écoute. Donc, quel est l'intérêt du dosage du PSA dans le suivi d'un on adénome de écoute prostate? votre camarade. C'est en fait pour dépister précocement le cancer de prostate. Moi, j'ai mis ça. C'est un dépistage précoce de cancer de prostate. C'est tout ce que tu as mis ou pas? D'accord. En fait, la question, c'était quel est l'intérêt du bilan de prostate? Il faut répondre à la question. L'intérêt, c'est 0. D'accord? Aucun intérêt. Donc, quand on vous demande une question, quand on vous demande de répondre par oui ou par non, il faut répondre par oui ou par non. D'accord? Si on vous demande quel est l'intérêt, il faut répondre directement à la question parce que la réponse est cotée. Et effectivement, je vous ai dit hier non pas hier, avant-hier, qu'il n'y avait aucun intérêt de doser le PS1 dans le bilan ou le suivi d'un adénome. D'accord? C'est pour le dépistage de cancer de prostate. Est-ce que tu peux nous dire... C'est comment ton prénom? Raphaël, est-ce que tu peux nous dire les modalités du dépistage du cancer de prostate en France? Alors, normalement, on ne fait pas de dépistage, enfin, il n'y a pas de règles vraiment établies. On peut en faire un à partir de 50 ans. On en fait un à partir de 45 ans quand il y a des facteurs de risque, genre ethnique, ou quand il y a des antécédents dans la famille au premier degré. Enfin, 3 antécédents, en tout cas, de cancer de prostate dans la famille. Et en fait, on fait donc un bilan clinique, un TR, un dosage des PSA, et voilà. D'accord. Alors, si on vous pose la question à l'internat, attention, si c'est une question sur le dépistage, il y a les mots-clés. D'accord? Tu en as dit, mais tu n'as pas tout dit. D'accord? Ce que tu voulais dire en premier, il n'y a pas de règle, tout ça, en fait, c'est un dépistage individuel de cancer de prostate. Ce n'est pas un dépistage de masse. D'accord? Donc, c'est vraiment le patient qui vient au cabinet et puis qui vous pose la question. Ce n'est pas vous lancer une campagne, tous vos patients après 50 ans ont un toucher rectal. Voilà. D'accord? Donc, individuel, c'est un mot-clé pour l'internat. Ensuite, il a dit... Alors, en France, le dépistage, c'est toucher rectal et PSA total. D'accord? C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les deux. Okay? Dans certains pays, c'est peut-être l'un ou l'autre, mais en France, c'est les deux. Donc, il faut mettre les deux. Ensuite, il a dit, donc à partir de 50 ans, annuel à partir de 50 ans, et à partir de 45 ans, 6 facteurs de risque ethniques. Alors, à l'internat, il faut que tu dises quels sont les facteurs de risque ethniques. Parce que sinon, c'est que tu n'as pas tout dit. Donc, généralement d'origine africaine ou antillaise. D'accord. Et puis, donc, s'il y a un antécédent familial. Tout ça, c'est les mots-clés pour le dépistage de cancer de prostate. Ouais. Est-ce que c'est juste un antécédent familial ou c'est les formes familiales avec les trois... C'est un antécédent familial. Elle posait la question, elle dit, est-ce que le dépistage à partir de 45 ans, c'est pour un antécédent familial de cancer de prostate ou si c'est la forme familiale de cancer de prostate avec 3 parents atteints au premier degré, je ne sais pas quoi. Donc non, c'est vraiment dans les recommandations, c'est à partir du moment où il y a un antécédent familial de cancer de prostate. Point. Alors, la voisine, la deuxième question. Que penses-tu du désir de Monsieur M d'une nouvelle intervention sur sa prostate? Alors, je dis d'abord qu'il fallait informer le patient sur le fait qu'il n'y avait pas d'urgence. Ensuite, qu'il fallait d'abord confirmer le diagnostic d'adénocarcinome, sans dire que c'est un adénocarcinome, mais il faut d'abord confirmer le diagnostic. Et puis après, j'ai dit en fait que comme il était sous AVK, c'était une intervention qui était plus risquée que la première. D'accord. Alors, cette question, elle a été pas très bien rédigée, on va dire. Vous aviez les idées, mais vous avez pas réussi à bien les mettre sur papier. Alors, il y en a plein qui m'ont dit qu'il faut faire le diagnostic certain d'un adénome de prostate, donc on lui fait les biopsies de prostate. C'est pas comme ça les biopsies de prostate, c'est pour faire le diagnostic histologique, donc de cancer de prostate, pas pour étayer le diagnostic d'adénome. Le diagnostic d'adénome, il est clinique, d'accord? Donc, ce qu'il fallait dire ici, c'est qu'il faut dire au patient, il n'est pas sûr que l'élévation du PSA est due à une récidive de son adénome de prostate. Et donc, la question implicite, c'était, Miss, quelles sont les causes d'élévation du PSA que tu connais? Cancer de prostate, allez vite, ça doit prendre 15 secondes, ça. Adénome de prostate, prostatite, toucher rectal,
Ouais, massage prostatique récent, ok. Sondage, toutes les manœuvres endoscopiques, d'accord? Ok, ça c'était la question implicite. Donc il fallait effectivement, il y en a plein qui me l'ont dit à la question d'après, ils ont recherché des signes en faveur des diagnostics différentiels, donc d'autres causes d'élévation du PSA. D'accord. Donc il n'est pas sûr que l'élévation du PSA là est due à une récidive de son adénome. Oui, il faut rechercher le cancer de prostate. Et tout le monde a fait « Ah, vite, il faut faire des biopsies. » D'accord, mais il faut faire un toucher rectal d'abord. Et probablement, il faudra proposer des biopsies. Et puis, il fallait rajouter pour faire bien, et il y en a genre 2 qui m'ont mis, il faut dire aux patients que la résection transurétrale de prostate, elle n'enlève pas la prostate en entier, d'accord? Ça enlève que l'adénome, donc toutes les autres pathologies de la prostate peuvent apparaître, elles peuvent survenir. Est-ce que c'est clair ou pas? Ok. Troisième question, que recherchez-vous à l'interrogatoire, la voisine? Cette question a été bien réussie. C'est bien. Alors j'ai dit qu'il fallait rechercher des antécédents familiaux donc de cancer de la prostate, des antécédents donc de manœuvres, c'était quoi déjà? Endoscopiques, voilà, de sondage urinaire, de changement ou de prise médicamenteuse. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Une altération de l'état général, des douleurs localisées. Des signes fonctionnels urinaires à type de dysurie ou de pollakiurie et des troubles de l'érection. D'accord. Alors, encore une fois, c'est bien, mais dites les choses que vous recherchez. Vous recherchez des facteurs de risque de cancer de prostate, 2 points, les antécédents familiaux, voilà. Alors après, vous m'avez dit altération de l'état général, très bien, les douleurs osseuses, d'accord. Vous m'avez dit dysurie. Dysurie, ça peut survenir aussi bien chez un patient qui a un adénome que chez un patient qui a un cancer. Mais il faut le rechercher, d'accord? Il faut juste que ce soit clair, je le ressouligne, parce qu'il y en a qui disent dysurie, c'est forcément un adénome de prostate. Dysurie, c'est juste qu'il y a une obstruction, d'accord? Donc un cancer de prostate peut très bien créer une obstruction et donc être responsable de dysurie. Donc, ce qui était très bien de mettre, et c'est bien, vous y avez pensé, c'était la cinétique du PSA depuis 5 ans, d'accord? Ça, c'est très important. C'est sûr que s'il avait un PSA à 2 et que maintenant il est à 9, c'est quand même problématique. Maintenant, s'il avait toujours été à 9, on peut en rediscuter. D'accord? Donc vous avez mis la cinétique du PSA, les facteurs de risque de cancer de prostate, l'altération de l'état général, les douleurs osseuses, la dysurie, donc les signes d'obstruction. J'étais preneuse, c'était OK. Est-ce que là, c'était une question très simple? Des questions, pas de questions? Pas de questions? On continue. La voisine. Alors, vous effectuez un toucher rectal qui retrouve un nodule dur au niveau d'un lobe prostatique en faveur d'un cancer. Quel examen complémentaire demandez-vous afin de confirmer votre suspicion diagnostique? Alors, j'ai mis que c'était les biopsies transrectales sous anesthésie locale. Alors, stop. Quand tu dis biopsie, il faut préciser biopsie de quoi? À chaque fois que si vous ne m'avez pas mis quelle était la partie du corps que vous biopsiez, et il y en a plein qui ont oublié, c'était 0. Donc, biopsie prostatique. Biopsie prostatique. Transrectale. D'accord. Avec examen anatomopathologique des biopsies. D'accord. Sous anesthésie locale, avec réalisation d'une cartographie prostatique. Elles doivent être multiples. Et je ne sais plus ce que j'ai mis. Après réalisation d'un ECVU qui doit être négatif. Voilà pour les modalités. D'accord. Alors, donc biopsie prostatique, d'accord. Prostate, donc je vous ai dit, hein, vous oubliez prostatique, ben non, je ne savais pas ce que vous biopsiez. D'accord. Il y en a plein qui... Alors, c'est éco-guidé, d'accord, et transrectal. Il y en a plein qui ont mis écho-endoscopie. Non, l'écho-endoscopie, ce n'est pas l'échographie, d'accord, c'est autre chose, l'écho-endoscopie. L'écho-endoscopie, c'est machin, l'échographie, les ultrasons, donc non, c'est pas ça. C'est éco-guidé, j'insiste bien, d'accord. Ensuite, en fait, les biopsies de prostate, vous enlevez pas de la prostate en transurétrale. Il y en a qui ont tout mélangé, il y en a plein. Donc, transurétrale, c'est quand on gratte la prostate pour traiter l'adénome de prostate par les voies naturelles. On met un cystoscope à travers le méa urétral, puis on va chercher, on gratte l'adénome de prostate. Là, pas du tout. Là, c'est en transrectal. En transrectal, on va chercher des bouts de prostate, d'accord? C'est pas du tout en transurétral. Donc, tous ceux qui ont mis transurétral, c'était pas bon, d'accord? Donc, sous anesthésie,
Il y en a plein qui ont mis sous anesthésie générale. D'habitude, ça se fait sous locale. D'accord ? On n'a pas besoin d'être hospitalisé. On n'a pas besoin d'être en chirurgie ambulatoire ni rien. Ça, on vient juste pour ces biopsies de prostate et puis ensuite on repart. D'accord ? Alors, il y en a qui m'ont très bien dit à préparation rectale, ouais, un petit normacol ou un petit sachet la veille, c'est très bien. Après arrêt des AVK, en fait, l'arrêt des AVK, ce n'est pas formel, mais il faut y faire attention. Il faut avoir pensé aux patients, il faut avoir pensé aux complications dues aux troubles de l'hémostase. D'accord ? Sous anesthésie locale, c'est la xylocaïne qu'on met. On fait d'habitude un ECBU et c'est sous antibioprophylaxie en plus. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on donne comme antibiotique ? Pourquoi ? Voilà, parce que bonne diffusion du parenchyme prostatique. Il y en a qui m'ont mis augmentin. Non, c'est plutôt des quinolones. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu vas rechercher exactement ? Qu'est-ce que va t'apporter l'examen anatomopathologique ? Une preuve histologique du cancer, donc un Déjà. adénocarcinome. Qui est plus souvent un adénocarcinome, ok ? Elles peuvent être négatives aussi. D'accord, là on est vraiment embêté, mais c'est pas grave, continue. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Une preuve histologique. Et c'est tout ? Je sais pas. Quoi d'autre ? Score histopronostique de Gleason. C'est quoi le score de Gleason ? C'est pas la somme du type histologique. Ouais. C'est la somme du degré de différenciation des deux contingents cellulaires les plus représentés. D'accord ? Est-ce qu'on peut avoir un score de Gleason à 0 ? Est-ce qu'on peut avoir un score de Gleason à 11 ? D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un score de Gleason à 10 ? Oui. D'accord. Il ne faut pas avoir d'hésitation. Donc c'est un score histopronostique. D'accord ? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'autre, les biopsies ? Le nombre de carottes biopsiques positives, c'est toujours à visée pronostique. D'accord ? S'il y a l'existence d'un franchissement capsulaire. Il y en a qui m'ont mis des trucs bien, du genre, on a prévenu le patient du risque d'infection urinaire, d'hémospermie. Alors, ça, c'est vraiment très bien, c'est la classe. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis, mais il y en a qui ont pensé. Donc, c'est très bien, ça. Est-ce que... alors, on ne biopsie pas les vésicules séminales. D'accord ? Quand est-ce qu'on fait le dosage du PSA libre sur total ? D'accord. On n'a rien entendu là pour la fin. Je ne sais pas où le micro il est au bout, mais quand est-ce qu'on fait le dosage du PSA libre sur total ? Quand elles sont négatives et qu'on a une suspicion. Quand on a une première série de biopsies qui est négative alors qu'on a un PSA qui est anormal. D'accord ? Et alors, quand le PSA libre sur total est inférieur à 15 ou 20%, ça dépend de la norme. On fait une deuxième série de biopsies. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a quelques temps, on disait qu'il fallait que le PSA soit entre 4 et 10 pour faire un PSA libre sur total. Mais maintenant, c'est tout PSA supérieur à 4 anormal après une première série biopsique négative. On fait le dosage de libre sur total et on fait une deuxième série de biopsies. Alors, la 5e question, elle est intéressante cette question. Ouais. Donc je me suis peut-être laissé piéger, mais j'ai dit que je ne faisais pas de bilan d'extension à distance. Étant donné que le PSA était inférieur à 10, le Gleason inférieur à 7 et le stade inférieur à T2A. D'accord. Mais il avait plus de 60 ans et ça j'ai oublié. Donc a priori on... Qui a fait un bilan ? Qui a dit que le bilan était inutile ? Il y en a qui sont sans avis, on dirait. D'accord. Alors, déjà, le bilan d'extension, il est clinique. Déjà. Donc, il y avait des points pour la clinique. D'accord ? Si vous oubliez, ben non, c'est pas bien. Voilà. Ensuite, effectivement, dans les recommandations, quand on a le PSA inférieur à 10, le Gleason inférieur à 7 et le stade inférieur inférieur à T2A, ça veut dire que le cancer envahit moins de la moitié d'un lobe. Ce n'est pas les copeaux. Les copeaux, c'est des copeaux de résection, c'est ce qu'on enlève de manière transurétrale, c'est les copeaux d'adénome de prostate. D'accord ? Donc non,
Oui. Voilà. Alors, donc effectivement, quand on est dans ce cadre-là, dans les recommandations, c'est qu'aucun bilan n'est systématique. D'accord ? Aucun bilan complémentaire, j'entends, n'est systématique. Mais ensuite, là, c'était un peu difficile de noter cette question, mais il fallait un peu argumenter, il fallait discuter. D'accord ? Donc si vous ne discutiez pas, vous n'avez pas les points, vous n'avez pas là tous les points, mais si vous discutiez, vous aviez tous les points. D'accord ? Donc quels examens dans d'autres cas complémentaires on aurait pu faire ? On aurait pu faire une IRM endorectale. Alors à quoi sert l'IRM endorectale ? Donc c'est le bilan d'extension loco-régional qui permet de voir principalement les adénopathies et l'envahissement local. Envahissement local, ça veut dire... C'est surtout les fractions capsulaires. Le franchissement capsulaire, d'accord. Alors, l'IRM endorectale, effectivement, c'est une IRM avec une antenne endorectale. Elle est recommandée, elle n'est pas recommandée, on va dire, pour des scores de Gleason inférieurs à 7 et pour des petits taux de PSA. D'accord ? Ici, vous n'avez pas besoin de la faire, mais vous pouviez en parler et justifier pourquoi vous ne le faisiez pas. Quoi d'autre ? Un scanner thoraco-abdominal. Donc ça, c'est pour le bilan d'extension à distance, les adénopathies. Donc là, il a dit scanner thoraco-abdominal. Je dirais plutôt scanner abdominopelvien. D'accord, c'est pareil. Là, il n'était pas obligatoire. D'accord, il est obligatoire, enfin, il est recommandé pour des taux plus élevés de Gleason et de PSA. Quoi d'autre ? La scintigraphie osseuse. Ça, c'est seulement si... C'est systématique, si on... Enfin, dans le bilan d'extension, c'est systématique. D'accord. Ça dépend. C'est toujours pareil, c'est difficile. Hein. Cette question elle est difficile parce que dans les recommandations, en plus, c'est pas très clair. Donc, il y en a qui disent qu'il faut la faire systématiquement, d'accord, parce que c'est le cancer le plus ostéophile et tout ça. Et il y en a qui disent que c'est à partir d'une certaine valeur de PSA qu'on va faire la scintigraphie osseuse, d'accord. En pratique, en fait, quand la PSA est inférieure à 10, il y a moins de 1% de chance qu'il y ait de métastase osseuse. D'accord ? S'il est symptomatique ou si tu as un PSA supérieur à 10 ou supérieur à 20, ça dépend, on fait la scintigraphie osseuse. Mais il faut en discuter. D'accord ? Vous pouvez avoir une question de discussion des examens complémentaires dans le cancer de prostate et ce n'est pas facile. Est-ce que tu aurais mis autre chose ? Comment ? Scanner cérébral, ouais, c'est si vraiment point d'appel, d'accord. Ok. Question numéro 6. Le voisin. Alors, les examens retrouvent un adénocarcinome prostatique avec un score de Gleason 4+3. Le bilan d'extension montre une maladie localisée. Quelle prise en charge thérapeutique de monsieur proposez-vous ? J'ai mis une hospitalisation en chirurgie. Donc, on propose aux patients, après information, deux techniques au choix, soit un traitement curatif, soit on lui propose une chirurgie, soit on lui propose une radiothérapie. Donc la chirurgie, c'est une prostatectomie avec une curage ilio-obturateur, avec comme conséquence principale l'anéjaculation plus une impuissance qu'il faut prévenir le patient. Sinon, on lui propose une radiothérapie conformationnelle externe avec le risque de récidive beaucoup plus grand, mais pas d'impuissance et pas de... Le risque d'impuissance est beaucoup moins important. Je crois que c'était ça. Alors, des commentaires sur cette réponse. Il y en a. Déjà, qui a traité le patient ? Qui s'est abstenu ? D'accord. Il fallait le traiter, le malade. On est d'accord. Donc le traitement est curatif. Il faut ressortir toujours les mots-clés dans les cancers, d'accord ? Donc n'oubliez pas quand vous rédigez cancer, curatif, palliatif. Ensuite, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit les traitements de référence. Il y a soit la prostatectomie. Alors quand vous mettez prostatectomie, il faut dire totale. D'accord, ça va toujours ensemble pour le cancer de prostate. Prostatectomie radicale, en fait, radicale, c'est un terme anglo-saxon. D'accord ? Maintenant, on dit prostatectomie totale, en bon français, Société savante d'urologie. Oui. Non, c'est prostatectomie totale. D'accord ? C'est le traitement de référence, normalement. Le traitement chirurgical, c'est le traitement de référence. Ensuite, tu m'as dit qu'il est exposé à des risques.
Et j'ai pas très bien compris les risques en fait. Tu m'as dit quoi? Impuissance et D'accord. éjaculation. D'accord. Incontinence urinaire. D'accord. Sur comment? Stérilité. D'accord. Donc les grands risques de la prostatectomie totale, les trucs qu'il faut faire apparaître, c'est impuissance, incontinence. D'accord. Alors, après tu m'as dit curage ilio-obturateur. C'est aussi difficile, hein, c'est comme tous les autres examens complémentaires dans le cancer de prostate. Qui a fait un curage, qui n'a pas fait de curage? Qui a fait un curage? D'accord. Qui n'a pas fait de curage? D'accord. Ok. C'est un peu difficile, d'accord, parce que je pense que vous n'avez pas à le retenir pour l'internat, d'accord. Tout dépend encore du score de Gleason, d'accord, du taux de PSA, c'est toujours les mêmes valeurs. Mais en fait, dans les recommandations, ils ne disent pas il faut faire un curage ou il ne faut pas faire un curage, c'est le curage est optionnel. Donc c'est un peu c'est difficile, on va dire. Mais vous n'avez pas à le savoir pour l'internat parce que même en pratique, on doit en discuter tout plein de fois avant de pouvoir trancher. Oui. Voilà, c'est des recommandations faites par l'Association française d'urologie. Dans les recommandations, il y avait dit qu'on pouvait faire une lymphodectomie si... Un curage. Voilà, un curage, quel que soit le traitement donc chirurgical ou radiothérapie, s'il y avait des facteurs de mauvais pronostic. Non, c'est vrai, à condition que tu as toujours l'idée d'un traitement curateur si jamais ton curage est négatif. Donc là, on pouvait, Là, moi, je l'aurais fait, le curage. D'accord? Parce que le Gleason était à 7. Mais encore une fois, tu vois, ils ne te disent pas le curage doit être fait. Ils te disent le curage est possible. Donc voilà. Surtout avant de proposer les traitements curatifs, pour le monsieur qui est au fond qui a répondu, il faut surtout évaluer l'espérance de vie. D'accord? On ne propose pas de traitement curatif si il va mourir dans 5 ans. D'accord? Il faut une espérance de vie d'au moins combien? 10 ans. D'accord. Et donc l'autre traitement à visée curative, c'est la radiothérapie externe conformationnelle. D'accord? Il faut mettre tout ça. Alors quand tu disais que les résultats étaient moins bons, c'est pas vrai. D'accord? Ils sont au moins équivalents. Alors, qui est d'accord avec? Le risque de récidive est plus important. À partir de quand? Alors, c'est difficile parce que à chaque fois, c'est toujours, à chaque congrès, on compare toujours prostatectomie, radiothérapie, voilà, qui est le meilleur. Alors, les résultats sont équivalents, mais jusqu'à, on va dire, 10 ans, 15 ans. Après, peut-être que la radiothérapie donne de moins bons résultats que la prostatectomie. Mais c'est encore une fois difficile parce qu'il te faut des études vraiment à très long terme. Tu te rends compte de suivre les patients à plus de 10 ou 15 ans. D'accord ? En tout cas, jusqu'à 10 à 15 ans, les résultats sont à peu près les mêmes. D'accord ? Donc tu peux proposer les deux. Et comment est-ce que le patient choisit ? Qui choisit ? C'est le patient. Dans la radiothérapie, il y a un risque moindre d'impuissance. Mais il y a d'autres complications induites par la radiothérapie. Normalement, qui sont diminuées par le fait qu'elle soit conformationnelle. Donc maintenant, on vise vraiment très bien. Mais sinon, ça peut toujours donner les cystites radiques, le grêle radique, le rectum radique. D'accord ? Alors, est-ce que je vais mourir, docteur ? C'est une question, en fait, pour vous faire parler des facteurs pronostiques. Le micro est passé devant, donc on va passer devant. Il est où ? D'accord. Miss. Est-ce qu'il va mourir en tout cas, peut-être pas de son cancer de prostate. Alors, j'aime bien parce que souvent, dans ce genre de questions, il y en a qui disent « on va tous mourir un jour ». D'autres qui disent « non, vous ne mourrez pas, je vais vous sauver ».
Non, en fait, il faut que tu m'exposes un peu les facteurs de risque, enfin Les facteurs pronostiques. Ouais, c'était pour discuter là-dessus. Il y avait quand même un glissonase 7 et c'est quand même de mauvais pronostics. Donc, quels sont les facteurs de risque de cancer de prostate? Quels sont les facteurs pronostiques? Donc, tu as dit le score de Gleason. Quoi d'autre? Le TNM. Taille de la tumeur. Ouais, quand vous dites TNM, dites à chaque fois. Donc taille de la tumeur, effraction de la capsule, extension à distance. D'accord. Métastase. Nombre de biopsie positive. Carotte biopsie positive, d'accord. Quoi d'autre? Ouais, l'âge et les comorbidités. Le terrain, n'oublie pas. D'accord. Donc, je vous ai exposé les différents facteurs pronostiques. Il faut dire que le traitement est à but curatif. Donc là, on espère le guérir parce qu'il a des facteurs, on va dire, de bons pronostics relativement. D'accord. Alors, cette fois, il est perdu de vue. Tous mes patients, ils s'en vont. Hein. Ça, c'est classique. Hein. Tout le monde s'en va et puis tout le monde arrive ensuite avec des complications. Quelle est la cause la plus probable de son syndrome confusionnel? Donc, rétention aiguë d'urine avec une probable insuffisance rénale obstructive et compliquant le cancer de prostate. D'accord. J'avais mis donc insuffisance rénale aiguë obstructive. D'accord, c'est pas une rétention aiguë d'urine. Secondaire à une progression, j'ai mis le terme progression, d'accord, du cancer de prostate non traité. Qu'est-ce que tu fais? Alors, une échographie rénale et vésicale en urgence. Pourquoi? Pour rechercher une cause obstructive et la localisation de l'obstruction. Et donc, au niveau de l'échographie rénale, la dilatation des cavités pyélocaliciales. D'accord. Ok. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas? Alors là, c'est juste une voie ouverte pour un dossier encore plus transversal. Après, on peut vous faire traiter l'insuffisance. Faut traiter le globe. Ensuite, il y a l'hypercalémie. Il faut faire le CG. Il faut traiter l'hypercalémie, etc., etc. D'accord. Il y a plein de dossiers qui tournent autour de ça. Ça, c'est des trucs qu'il faut que vous connaissiez par cœur. D'accord. C'est le fameux dossier où vous avez 100 points. Vous vous souvenez? Alors, ouais. Est-ce qu'on pourrait faire un scanner? Tu veux le faire en urgence? Pourquoi? La question est, est-ce qu'il faut faire un scanner? Est-ce qu'on peut faire un scanner en urgence? Pourquoi tu veux faire un scanner en urgence? Tu as le droit de faire tous les examens à condition de les justifier. Pour le diagnostic positif, ça va me montrer les mêmes choses en fait. Qu'est-ce que ça va montrer? Donc ça va me montrer l'extension de l'adénocarcinome au trigone vésical ou au col vésical. Ça va me montrer aussi le retentissement sur les cavités pyélocalicielles. Et j'avais pensé aussi que ça pouvait montrer un diagnostic différentiel mieux que l'échographie. D'accord. Alors, le scanner, s'il est fait, là, il sera sans injection. D'accord. Pour voir la dilatation des cavités, c'est un peu bof, mais on peut la voir, effectivement. D'accord. Ensuite, tout ce qui est bilan d'extension, machin et tout ça, c'est pas en urgence. Tu vois bien. D'accord. Il faut vraiment cibler tes examens en urgence pour rechercher la complication en urgence. Ah oui, je disais extension parce que c'est à cause de ça qu'il fait une rétention aiguë d'urine. Oui. C'était pas pour le bilan d'extension. Oui, mais en urgence, tu auras plus facilement une écho rénale. C'est très facile à faire. Et puis basta, et puis ensuite, tu l'hospitalises et tu feras le scanner d'extension si tu le souhaites. Oui. Il faut faire l'échographie avant de drainer? Non. Il faut soulager la douleur d'abord. Tu peux... Alors, dans ce cas, il faut que tu justifies. Tu dis d'abord je draine et ensuite, voilà. En fait, j'ai fait un scanner cérébral pour éliminer des métastases cérébrales, ce qui aurait pu donner un syndrome confusionnel. D'accord. Et je voulais savoir, ça peut être une urgence d'éliminer des métastases. D'accord, je ne l'avais pas mis dans le dossier, d'accord, parce que j'avais vraiment donné des éléments pour... Oui, j'avais bien vu, mais du coup, je me disais, pour éliminer une autre... Tu peux le faire, sauf qu'il ne faut pas que tu oublies du coup de faire l'écho quand même. Ouais. Tu vois?
D'accord. Qu'est-ce qui nous intéresse à l'échographie est-ce que la dilatation des cavités, on l'a fait à cause de l'insuffisance rénale, c'est ça, mais on sait déjà qu'elle est probablement obstructive à cause du globe. Alors pour vérifier, pour aviser étiologique, pour voir s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas un calcul bilatéral qui serait obstructif, ça arrive. Et ma question aussi, c'est si jamais il avait eu une prostatectomie, est-ce qu'il pouvait se mettre en globe après? Il n'a pas eu de prostatectomie. Non, mais si jamais il avait été traité parce qu'on ne savait pas. Alors, une prostatectomie ou une adénomectomie? Alors, après une adénomectomie, il peut se mettre en... Après une adénomectomie, l'adénome, c'était pas clair dans vos copies, après une adénomectomie, l'adénome, il peut revenir. Il peut repousser et refaire un adénome et re-être obstructif. D'accord? Par contre, après prostatectomie, il n'y a plus aucune chance. Hein. Il n'y a plus de tissu prostatique. Si. Ben, c'est ce qu'on... Ah oui, d'accord, mais toi, tu vas vraiment chercher loin. En fait, le problème, c'est que... Elle me dit, dans l'intimité, est-ce qu'on ne peut pas faire un scanner cérébral pour éliminer un hématome cérébral, secondaire, accident, anticoagulant et tout ça. D'accord, mais là, vous cherchez vraiment loin. Une démence à corps de Lewin. Non, là, vous allez vraiment chercher loin. Alors, je vous rappelle les grilles à l'internat. Alors, on en a vu circuler une année. C'est illégal, mais je le dis devant tout le monde. Le problème, c'est que quand il y a des... Tout n'est pas coté, d'accord ? Il y a des choses auxquelles vous pensez qui ne seront pas cotées et des choses à laquelle vous ne pensez pas et qui vont être cotées. Voilà. Par exemple, la surveillance, alors que c'est primordial ici de surveiller la créate, elle peut ne pas être cotée. Et pourtant, vous dites, ouais, mais moi j'ai surveillé la créate, j'aimerais avoir des points. Sauf que les grilles, elles sont arbitraires, d'accord ? Là, s'ils avaient décidé... Moi, je n'avais pas coté scanner cérébral, tout ça. Si vous mettez le scanner cérébral, ok, vous le justifiez, ok, mais on peut le faire. Je ne peux pas dire que c'est faux de le faire, mais voilà, je ne l'ai pas coté, c'est tout. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser des bisphosphonates ? Alors, il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que c'est un cancer ostéophile et qui peut donner donc des métastases osseuses. En général, elles sont pas, c'est pas par ostéolyse, c'est plutôt par ostéocondensation. Mais si c'est par ostéolyse, il y a un intérêt à mettre des biphosphonates. Ça sert à quoi ? Ça sert à contrer l'hypercalcémie qui est libérée par l'ostéolyse. Et agir sur les douleurs. D'accord. Donc les bisphosphonates ont un intérêt dans le soulagement des douleurs liées aux métastases osseuses. Quoi d'autre ? Donc si on fait une prostatectomie ou un traitement, dans tous les cas, quel que soit le traitement, il y a des risques d'ostéoporose, donc de fracture et donc de... D'accord. Par le même mécanisme, on fait... Alors les mots-clés là-dedans, pour les bisphosphonates et le cancer de prostate, c'est diminution de la douleur, d'accord ? Ça retarde l'apparition du premier événement osseux, d'accord ? Donc dans certains cas, ça peut être discuté, mais c'est dans les cancers de prostate qui sont palliatifs, métastatiques, d'accord ? Et ça peut diminuer aussi le nombre d'événements osseux, d'accord ? Et encore une fois, il faut vraiment préciser que c'est le patient, c'est en traitement palliatif, un patient en échappement hormonal et puis qui est symptomatique. C'était juste pour vous faire discuter des bisphosphonates, voilà. Et c'est valable pour plein de cancers ostéophiles dans lesquels vous pouvez mettre des bisphosphonates. D'accord ? Il est où le micro ? On fait... Ouais. Ça diminue le nombre d'événements osseux et ça retarde l'apparition du premier événement osseux. J'ai juste une question, je suis désolée. Si les métastases elles sont ostéocondensantes, ça va faire une hypocalcémie et si on met des bisphosphonates, ça ne va pas l'aggraver ? Alors là, j'ai pas compris. Là. Alors répète. Les métastases ostéocondensantes vont faire une hypocalcémie ? Ça fait une hypocalcémie ? Oui, je crois. D'accord. Et les bisphosphonates ne vont pas aggraver l'hypocalcémie ?
Bah, c'est bisphosphonate en l'absence de contre-indication, toujours, en l'absence d'insuffisance rénale, en l'absence de... Oui, mais si c'est... Bah, ça si le dépend. but c'est de traiter les métastases osseuses, il y a forcément une hypocalcémie. Mais pas forcément. Tu peux avoir des métastases osseuses sans perturbation du bilan phosphocalcique. D'accord.